La légende de la peinture, les contes du Médianoche de Michel Tournier. Pierre et moi sommes nés la même année dans le même village. Nous avons appris à lire et à écrire dans la même école. Mais c'est là que nos destins ont commencé à diverger. Alors que Pierre excellait en mathématiques, se passionnait pour la chimie et remportait tous les prix en physique, pour moi seul comptait la littérature, la poésie et plus tard la philosophie. Dès l'âge de 20 ans, Pierre s'expatriait. Moi, je restais au village, dans la maison séculaire de mes ancêtres. Je ne voyais plus mon ami d'enfance, mais j'en avais des nouvelles par ses parents demeurés mes voisins. Il était aux USA. Il avait fait des études d'électricité, d'électronique, d'informatique. Il avait, disait-on, un poste important dans une firme d'ordinateurs. Je le sentais s'éloigner de moi à mesure qu'il progressait selon sa vocation. J'écrivais des récits et des légendes qui s'abreuvaient aux sources de la tradition populaire. Il me semblait que seule la proximité des bois et des labours de mon enfance pourrait nourrir mon inspiration de conteur. Plus mon art s'enrichissait, plus je m'enracinais dans ma terre natale. Un jour, brusquement, Pierre reparut. Il sonna à ma porte et se jeta dans mes bras. Il avait à peine changé. Malgré la distance, il avait suivi mes travaux. Pas un de mes livres qu'il n'eût lu et relu. Et il m'apportait une proposition fantastique. Sa firme venait de mettre au point un système de codage international. N'importe quel programme pouvait être enregistré sous un volume infime et devenait accessible à une multitude de décodages en langues diverses. Il me proposait de devenir le premier écrivain au monde qui profiterait de ce système. Si j'en étais d'accord, toute mon œuvre serait mise sur ordinateur et déchiffrée ensuite dans les 130 pays actuellement pourvus d'un terminal approprié. Mes livres connaîtraient ainsi une prodigieuse diffusion comparable à celle de la Bible et du Coran. Le projet de Pierre m'enthousiasma. « Je suis un homme de communication, me répondit-il. Tu es un homme de création. La communication ne se justifie que par le message qu'elle véhicule. Sans toi, je ne serais rien. Ne sois pas trop modeste, lui dis-je à mon tour. La création ne peut se passer de rayonnement. Je n'aspire ni à la gloire ni à la fortune, mais j'ai besoin d'être lu. Qu'est-ce qu'un musicien qui n'est pas joué, un auteur dramatique sans théâtre? La communication ajoute à la création une vie innombrable et imprévisible sans laquelle elle n'est qu'un objet inerte. Et comme je ne m'exprime bien qu'en conteur, je lui contai une parabole du sage derviche Al-Ghazal, plus justement appelé Razali ou Ghazali, un peu arrangée à ma manière, comme il est loisible de le faire dans la tradition orale. Il était une fois un calife de Bagdad qui voulait faire décorer les 2 murs de la salle d'honneur de son palais. Il fit venir 2 artistes, l'un d'Orient, l'autre d'Occident. Le premier était un célèbre peintre chinois qui n'avait jamais quitté sa province. Le second, grec, avait visité toutes les nations et parlait apparemment toutes les langues. Ce n'était pas qu'un peintre, il était également versé dans l'astronomie, la physique, la chimie, l'architecture. Le calife leur expliqua son propos et confia à chacun l'un des murs de la salle d'honneur. « Quand vous aurez terminé, dit-il, la cour se réunira en grande pompe. Elle examinera et comparera vos œuvres, et celle qui sera jugée la plus belle vaudra à son auteur une immense récompense. » Puis, se tournant vers le grec, il lui demanda combien de temps il lui faudrait pour achever sa fresque. Et, mystérieusement, le grec répondit « Quand mon confrère chinois aura terminé,
j'aurai terminé. Alors le calife interrogea le Chinois, lequel demanda un délai de 3 mois. Bien, dit le calife, je vais faire diviser la pièce en 2 par un rideau afin que vous ne vous gêniez pas, et nous nous reverrons dans 3 mois. Les 3 mois passèrent, et le calife convoqua les 2 peintres. Se tournant vers le Grec, il lui demanda « As-tu terminé ?» Et mystérieusement le Grec lui répondit « Si mon confrère chinois a terminé, j'ai terminé. » Alors le calife interrogea à son tour le Chinois, qui répondit « J'ai terminé. » La cour se réunit le surlendemain et se dirigea en grand arroi vers la salle d'honneur afin de juger et comparer les 2 œuvres. C'était un cortège magnifique où l'on ne voyait que robes brodées, panaches de plumes, bijoux d'or, armes ciselées. Tout le monde se rassembla d'abord du côté du mur peint par le Chinois. Ce ne fut alors qu'un cri d'admiration. La fresque figurait en effet un jardin de rêve, planté d'arbres en fleurs avec des petits lacs en forme d'haricots, qu'enjambaient de gracieuses passerelles, une vision paradisiaque dont on ne se lassait pas de s'emplir les yeux. Si grand était l'enchantement que d'aucuns voulaient qu'on déclarât le Chinois vainqueur du concours sans même jeter un coup d'œil à l'œuvre du Grec. Mais bientôt, le calife fit tirer le rideau qui séparait la pièce en 2, et la foule se retourna. La foule se retourna et laissa échapper une exclamation de stupeur émerveillée. Qu'avait donc fait le Grec ? Il n'avait rien peint du tout. Il s'était contenté d'établir un vaste miroir qui partait du sol et montait jusqu'au plafond. Et bien entendu, ce miroir reflétait le jardin du Chinois dans ses moindres détails. Mais alors, direz-vous, en quoi cette image était-elle plus belle et plus émouvante que son modèle ? C'est que le jardin du Chinois était désert et vide d'habitants, alors que dans le jardin du Grec, on voyait une foule magnifique, avec des robes brodées, des panaches de plumes, des bijoux d'or et des armes ciselées. Et tous ces gens bougeaient, gesticulaient et se reconnaissaient avec ravissement. À l'unanimité, le Grec fut déclaré vainqueur du concours.